Il y a quelques mois, j'ai fait la pire expérience culinaire de ma vie. Un panica meusa, une spécialité de Sicile pourtant très appétissante, avec du poumon de veau et de la rate. Et bon appétit, bien sûr. Alors pourquoi ce sandwich pourtant prometteur à première vue est-il devenu super écœurant une fois en bouche? Qu'est-ce qui fait que dans certaines cultures et pas d'autres, on mange des insectes, du poisson cru ou du fromage qui pue? Bref, pourquoi certains aliments nous dégoûtent? Ah, c'est très bon. Ça se mange sans faim. On a toutes et tous nos phobies alimentaires. On vous a d'ailleurs demandé les vôtres. La betterave. Le poulpe. Le chou de Bruxelles. Et aussi les fruits de mer, le céleri, le fenouil, le lait chaud, le lait froid. Et comme moi, vous avez été nombreux à signaler votre aversion envers les abats. Les tripes, les rognons de veau, la langue de bœuf. La tête de veau. C'est pour moi. Il faut distinguer deux types de répulsion. En anglais, on parle de distaste et disgust, pour distinguer d'une part ce qui n'a pas bon goût et d'autre part ce qui est écœurant. On n'a pas vraiment d'équivalent en français, alors on peut parler d'aversion et de dégoût. Pour mieux comprendre, il faut s'adresser à ce professeur de psychologie américain qui travaille le sujet depuis 40 ans, Bonjour. Paul Rosin. Most disgusting things don't taste bad. If you actually tasted them without knowing what they were, you wouldn't think they tasted bad. Bitter tasting vegetables aren't offensive, they just don't taste good. Whereas disgusting things like worms are offensive to eat. Par exemple, certains ont un blocage avec le goût ou l'odeur des aliments, Ça me donne la nausée. et d'autres éprouvent une répulsion plus visuelle. C'est pas le goût là, c'est l'aspect de la bête. Je suis arachnophobe à la base et moi les bestioles à 8 pattes, en plus avec des tentacules, c'est gluant, j'ai horreur de cette bête-là. Même visuellement, je trouve ça vraiment immonde. Informe, sanguinolent, dégueulasse. On connaît tous cette expression. On fronce les sourcils, on contracte les narines, on retrousse les lèvres. There's two faces, either this one or this one. Exactement ma tête en Sicile avec ce sandwich au poumon de veau. Tous ces mécanismes vont dans le sens du rejet vers l'extérieur. Depuis des milliers d'années, la grimace de dégoût a donc pour but de protéger le corps contre l'intrusion d'éléments indésirables. D'ailleurs, des chercheurs américains ont étudié une ethnie autochtone d'Équateur, les Chouars, qui vivent en Amazonie. Et ils ont constaté que ceux qui ressentaient le plus le dégoût étaient plus prémunis contre certaines infections bactériologiques. L'explication du dégoût s'inscrit entre autres dans notre ADN. Un bon exemple, c'est la coriandre, une herbe au goût assez clivant. Certains adorent, d'autres trouvent qu'elle a un goût de savon. Une étude de 2012 a montré que certains avaient un récepteur olfactif très actif pour détecter des molécules de la coriandre, les aldéhydes, qui sont notamment utilisés en parfumerie pour leur odeur de savon. Le dégoût, c'est donc une notion qui est un peu inscrite en chacun de nous, à la fois dans notre physiologie et dans notre conscience. Manger nous renvoie à des expériences passées, parfois comme des sortes de Madeleine de Proust. Ces souvenirs peuvent être agréables, mais ils peuvent aussi être négatifs, ce qui empire l'aversion envers un aliment. Ma mère, quand on n'aimait pas un aliment, il fallait absolument finir l'assiette. Et le lendemain matin, à ma grande surprise, au petit déjeuner, ça m'arrivait aussi d'avoir encore le plat. Ça m'est déjà arrivé d'avoir eu une mauvaise surprise là-dessus, d'avoir un menu découverte à l'aveugle dont le fil rouge était la betterave. Donc maintenant, je dis, je suis allergique à la betterave. Mais comment comprendre qu'on mange des insectes au Mexique alors que cet animal est encore peu dans les mœurs culinaires en Occident? C'est quoi les petits trucs blancs, non? Pourquoi le roquefort, qui est au panthéon des fromages français, a pendant un temps été interdit aux États-Unis? Ça s'appelle la fougne. La fouine. Pourquoi dans la version japonaise du dessin animé Vice Versa, on a remplacé les brocolis, censés susciter le dégoût, par des poivrons? Ou pourquoi encore le durian, un fruit qui sent le gaz dont raffolent les Malaisiens, est banni de certains hôtels en Asie? Lui, c'est Andreas Arens et il a une piste. Il a cofondé le Disgusting Food Museum à Malmö, en Suède, où les visiteurs peuvent goûter des mets assez inhabituels. From bull penises to maggot cheese from Sardinia to lovely French cheeses like Epoisse. Selon lui, le dégoût, c'est avant tout une question de culture, qui s'enracine en fonction des produits les plus courants autour de nous. Everything in Sweden is centered around the potato, or a lot of it. The alcohol we make is made with potato, for example, the vodka and so on. So, for example, a lot of countries where they don't have a lot of cattle, they don't like cheese as much. It's all up to where you grow up. We kind of get indoctrinated into liking and disliking different things from our ancestors, from our parents. Le dégoût ne serait donc pas qu'une notion objective, mais une construction sociale. La comestibilité n'est pas seulement une donnée biologique, elle est fondamentalement une donnée symbolique, une donnée culturelle. Et comme le disait très bien d'ailleurs Lévi-Strauss, les aliments doivent être bons à penser pour être bons à manger. Bon à penser, ça veut dire qu'ils doivent établir un ordre moral. En disant par exemple que les insectes sont dégoûtants, on crée une norme sociale. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est ce qui définit les standards d'une communauté. Le mot mundus en latin désigne à la fois le monde et en tant qu'adjectif, ça signifie propre. Comme s'il y avait une connivence entre la question de ce qui peut faire monde
et ce qui est considéré comme propre. Et l'immonde, qui est le revers de cette alliance, c'est vraiment ce qui vient défaire l'ordre du monde, précisément parce que c'est de l'ordre du grouillant, du purulent, de ce qui vient échapper à l'ordre ficelé du monde. Et par là, établir que des aliments sont consommables revient à se créer une identité de groupe. La familiarité, c'est nous, et la nouveauté, c'est eux. Les dégoûts des uns et des autres tracent de véritables lignes de partage qui forment un ciment social. Revenons sur l'exemple de Claude Lévi-Strauss. En 1955, l'ethnologue raconte son immersion chez des autochtones du Paraná, en Amazonie. On lui propose de goûter des coraux, qui sont des larves, une friandise dans cette culture. Pour surmonter son dégoût, Lévi-Strauss compare la texture à du beurre et du lait de coco, deux choses qui lui sont familières. Les produits d'origine animale sont les plus cités dans les sources de dégoût. Il y a plusieurs raisons à ça, à commencer par une croyance enracinée il y a très longtemps. What we call you are what you eat. The widespread belief that somehow you take on the properties of what you eat. If you eat a lot of fish, you'll be a better swimmer. C'est ce qui a valu au fromage d'être mis au banc de la gastronomie entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Avec sa fermentation assimilée à de la putréfaction, on croyait qu'il ferait naître des lombrics dans les ventres de ceux qui en mangeaient. En 1643, un médecin allemand dit même que le fromage déshonore son mangeur, qui est un dégénéré. Cette peur de la contamination expliquerait l'aversion répandue envers la viande. And generally, we don't think that animals are as good as we are. And so to be an animal-like is bad. Vegetables and fruit are so far from what we are that we don't see that as something that's going to infect us with their properties. On peut aussi y voir un sens philosophique ou existentiel. Les animaux nous renvoient à la dure réalité de notre faim inéluctable. Parfois, on peut voir le steak dans son assiette comme étant une sorte de memento mori. Rappelle-toi que tu vas mourir et que finalement, tu n'es pas tellement différent de cet animal que tu es en train de manger. C'est un peu ce qui s'est passé dans le cas de mon panino au poumon de veau. Tout allait bien, jusqu'à ce que je tombe sur du cartilage et que ça me rappelle que j'étais en train de manger un organe qui permet aux bébés bovins de respirer. A l'inverse, d'autres morceaux sont plus consensuels car leur nom n'existe qu'en matière culinaire, comme la bavette, l'entrecôte, le magret. En résumé, il est possible de faire évoluer ses aversions, et en tout cas utile de questionner ses propres a priori. Comme le goût, le dégoût évolue. Il s'inculque aussi. Avant l'âge de 3 ou 4 ans, les enfants ressentent rarement le dégoût. Et puis des réticences que l'on a en étant enfant peuvent s'estomper plus tard. The smelly, very rotted cheese is probably not liked by 4-year-olds. That's my guess. And yet it becomes a very desirable thing. It's probably through exposure. Your friends are eating it, your family's eating it, and that somehow produces a change. Andreas Arends espère lui qu'avec son musée, les gens dépasseront leur aversion envers les insectes. Et qui sait, peut-être qu'un jour on mangera des barres aux insectes pour compléter les autres sources de protéines animales plus énergivores. You have to make a conscious effort to realize that, oh, maybe this could be disgusting to someone else, even though I love it. Et quant au panini au poumon de veau, bon, je garantis rien, mais je vais voir ce que je peux faire.